Tout d'abord, merci au comité Biomime Expo de me donner l'opportunité de présenter mes activités de recherche. Donc, bonjour tout le monde, je suis Swaminath Venkateswaran. Je suis enseignant-chercheur en mécatronique à l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci et chercheur à De Vinci Research Center à Courbevoie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes activités de recherche qui est liée avec un robot bio-inspiré pour l'inspection de canalisation. Voici un petit aperçu de la présentation d'aujourd'hui. C'est divisé en 5 parties: l'introduction, le robot vert, le robot flexible, une conception optimale et des conclusions et perspectives. Alors, pour commencer, il faut d'abord comprendre les différents types de locomotion. Si on parle d'un robot, il y a toujours un type de locomotion nécessaire pour déplacer dans un environnement. Dans la littérature, il y a plusieurs chercheurs qui ont proposé les différents types de locomotion d'un robot dans un tuyau, dans un environnement. La première classification, c'était proposée par Rowe et al. Donc, lui, il a proposé 7 types de robots qui peut déplacer dans son tuyau. Un robot de type cochon, un robot à vis, un robot avec des roues, et un robot rampant, un robot avec des pattes qui assurent le contact avec les parois de tuyau, et un robot avec des pattes, et un robot de type chenille, un robot à vis. Après, on a également trouvé une autre proposition assez intéressante qui a été proposée par Kassim et al. Donc lui, il a proposé 2 types de locomotion. Le premier, c'est la locomotion mécanique qui utilise des systèmes mécaniques pour déplacer dans un environnement. Et il y a aussi une autre classification, la locomotion bio-inspirée, qui également utilise des systèmes mécaniques, mais pour imiter la locomotion de la nature, par exemple des animaux, des plantes, etc. Donc, on a continué avec des différents types de systèmes mécaniques ou des systèmes bio-inspirés qui existent dans la littérature. Si on parle des systèmes mécaniques, des robots qui utilisent des locomotions mécaniques, il y a le robot à roues qui utilise des roues pour assurer le contact avec le paroi de tuyau. Ensuite, il y a le robot rampant qui utilise des systèmes de convoyeurs pour déplacer dans un environnement. Et après, il y a aussi le robot à vis qui utilise des systèmes ou des vis pour déplacer dans un environnement. Et finalement, le robot pneumatique ou hydraulique qui utilise des systèmes hydrauliques ou pneumatiques pour déplacer dans un tuyau. Alors, la deuxième classification sont des systèmes bio-inspirés. Donc, il y a aussi pas mal de robots qui existent dans la littérature, peut-être déjà développés par des chercheurs qui utilisent la locomotion de la nature, par exemple. Le robot de type abeille, qui peut voler ou surveiller un environnement, sont plus connus dans le domaine de Swarm Robotics. Ça, c'est un robot développé par des chercheurs aux États-Unis. Ensuite, le deuxième type de locomotion plus connu dans le domaine de bio-inspiré, c'est le robot de type serpent, qui imite la locomotion d'un serpent, peut déplacer dans un environnement. Ça, c'est un robot développé par des chercheurs en Suisse pour l'inspection sous-marine dans l'eau. Et il y a aussi le robot de type araignée qui utilise des systèmes des pattes pour déplacer dans un environnement. Et il y a aussi un robot de type gecko qui exploite des forces de Van der Waals pour assurer le contact dans un plan ou dans un paroi de tuyau. Alors, le contexte de notre recherche, c'est un robot d'inspection de canalisation. Alors, si, par exemple, dans les industries comme le nucléaire ou la chimie, il y a des endroits où les humains ne peuvent pas effectuer des tâches comme l'inspection ou l'intervention parce que ça pose des problèmes pour la santé, même en long terme. Donc, on peut imaginer un robot d'inspection de canalisation qui joue un rôle assez important dans des industries telles que le nucléaire ou la chimie. Donc, si on parle d'un robot d'inspection de canalisation, il faut d'abord comprendre son architecture. Donc, je vais prendre l'exemple de robot à roues. Donc, la première partie d'un robot d'inspection de canalisation, c'est la tête de robot, ou la première partie de robot qui va rentrer dans un tuyau ou dans une canalisation, où on peut montrer des caméras ou un système de vision. La deuxième partie, c'est la plateforme, où on peut assembler des équipements comme l'inspection, l'ultrason ou l'équipement de soudage.
Et finalement, les câbles, les parties assez importantes, on peut commander un robot ou même envoyer des commandes pour fixer le robot dans une position ou même faire des tâches spécifiques. Alors, après, un robot d'inspection de canalisation, il peut rencontrer les différents types de profils dans un tuyau. Par exemple, le premier cas, c'est le changement de diamètre de 65 ou 50 mm. Le deuxième, troisième, c'est une coude à 90 ou 45 degrés. Et le quatrième cas, c'est une section T ou une jonction. Et finalement, dans les canalisations industrielles, il y a également des dépôts qui existent dans les parois de tuyaux. Est-ce que le robot est capable d'assurer le contact, même s'il existe des dépôts dans les parois de tuyaux? Et ensuite, il y a aussi des problèmes rencontrés par les robots d'inspection de canalisation. Le premier, c'est la locomotion ou le mouvement. Est-ce que le robot est capable de déplacer dans un tuyau? Est-ce que le robot peut bien positionner dans un endroit souhaité? Est-ce que le robot peut effectuer une tâche d'inspection dans la zone souhaitée et finalement l'intervention sur la zone souhaitée, telle que soudage ou quelque chose comme ça? Donc, notre objectif, c'était développer un robot d'inspection de canalisation pour les diamètres moins de 150 mm et un robot qui peut adapter sa structure, notamment pour le scénario A, c'est-à-dire le changement de diamètre, et finalement un robot qui peut surmonter les scénarios B, C et D, c'est-à-dire passer dans les coudes et des jonctions. Alors, cette activité de recherche a été réalisée pendant mon thèse qui a été intitulée « Conception d'un robot bio-inspiré pour l'inspection de canalisation » au laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Elle a été déroulée en 3 phases. La première phase entre 2017 et 2018, où on a développé un robot bio-inspiré qui déplace comme une chenille en 6 étapes. Et dans ce contexte, on a développé un prototype rigide. Ensuite, la deuxième phase de ma thèse s'était concentrée sur la conception d'un robot flexible pour passer dans les coudes et des jonctions, où on a proposé un mécanisme de tensagrité. Et la troisième phase, où on a développé un robot optimal par des techniques d'optimisation pour trouver des dimensions des moteurs nécessaires pour passer dans les coudes et des jonctions. Et finalement, on a réalisé une maquette numérique du robot qui ressemble à une trompe d'éléphant. Je vais passer vers la deuxième partie de ma présentation. Alors, avant de présenter pourquoi on a choisi le robot vert ou la locomotion d'un verre, donc on a étudié ou continué avec la proposition de Kassim et al. On a identifié les différents types de systèmes mécaniques, des différents types de systèmes bio-inspirés. On a fait le note à partir de 1 et 5, avec le 5 et des meilleures notes. On a fait la comparaison entre 4 paramètres, notamment la taille, la complexité, les diamètres et le contact avec les parois de tuyaux. Et on a également pensé que si on peut exploiter 2 ou 3 avantages de 2 techniques en même temps, on peut arriver vers une conception plus efficace. Donc, on a utilisé les avantages des pattes de la partie bio-inspirée et des avantages de vis de la partie mécanique. Et finalement, on est arrivé vers un système vert. OK. Donc, si on parle d'un système vert, il faut d'abord comprendre sa locomotion. Donc, voici une jolie image d'une chenille. Donc, normalement, une chenille, elle déplace en 6 étapes pour accomplir sa locomotion à partir d'un point A au point B. Il y a une petite vidéo qui ne démarre pas. OK. Donc, peut-être je vais vous expliquer rapidement avec une maquette numérique comment un robot peut accomplir la locomotion d'une chenille en 6 étapes. Alors là, vous voyez, il y a des systèmes des pattes à l'avant et à l'arrière en rouge et en bleu. La première phase, c'est la phase hyperstatique où les systèmes des pattes assurent le contact avec les parois de tuyaux. Ensuite, on a la deuxième phase, c'est les pattes à l'avant, elles déclampent. Ensuite, la troisième phase, le module au centre et la longe. Et la quatrième phase, les pattes à l'avant, elles assurent le contact avec le paroi de tuyau à nouveau. Ensuite, c'est le déclampage des pattes à l'arrière. Et la sixième phase, le module au central, ça revient à la position initiale. Donc, on aura encore une posture hyperstatique, mais dans une nouvelle position.
Donc comme ça, le robot accomplit la locomotion d'une chenille en 6 étapes. Donc tout d'abord, on a commencé par la conception des pattes pour ce robot. On a fait le schéma pour identifier les paramètres de conception pour des systèmes de pattes. Et on a également identifié les liaisons pivots, les liaisons prismatiques, etc. Et par des techniques d'optimisation, une approche multi-objectif, on a trouvé des dimensions optimales des pattes. Voilà. Ensuite, on a continué vers les études des forces dans ce robot, notamment la partie statique et la partie dynamique. Donc, si ce robot travaille dans un tuyau, il existe deux faces. Le modèle A, où les pattes à l'avant n'assurent pas le contact avec les parois du tuyau, et l'inverse pour le modèle B. Et on a fixé les repères pour identifier les rotations de robots et les rotations de tuyaux. Et tout d'abord, on a commencé par l'analyse statique, et on a assemblé le torseur qui consiste des efforts. Et en utilisant le théorème de Varignon, on a trouvé des couples générés dans les moteurs. Et finalement, en utilisant la loi de Coulomb de frottement sec, on a identifié des forces nécessaires pour assurer le contact avec les parois de tuyaux. Ensuite, on a continué vers l'analyse dynamique, où on a assemblé le torseur qui consiste des masses et inertie. En utilisant l'algorithme de Newton-Euler, on a trouvé des couples générés dans chaque module de moteur pendant la locomotion. Et ensuite, on a fait la comparaison entre le mode statique et dynamique de ce robot. Et on a fait le test dans un tuyau de 74 mm. Et le modèle statique, on a trouvé que les efforts sont situés entre 100 et 120 newtons. Mais par contre, le modèle dynamique, les efforts sont inférieurs au modèle statique. C'est parce qu'on a utilisé des réducteurs assez larges. Donc, on a trouvé que c'était entre moins 4 et 4 newtons. Donc, les forces statiques sont supérieures au modèle dynamique. Et on a utilisé le modèle statique comme donnée pour la validation expérimentale. Donc, on a assemblé des moteurs à courant continu, des pattes et des fixations pour assembler notre robot que j'ai apporté avec moi. Ça, c'est notre robot qui déplace comme une chenille. Malheureusement, elle n'est pas fonctionnelle aujourd'hui. On a des systèmes des pattes à l'avant et à l'arrière et 3 modules de moteur qui vont assurer le contact avec les parois de tuyau et les phases d'élongation et même rétraction. Et concernant l'interface entre les moteurs, on a utilisé une carte électronique BeagleBone et on a commandé en utilisant le langage C. Et peut-être si vous pouvez lancer la vidéo parce que ça ne marche pas automatiquement. Oui. OK, merci. Donc, en haut, c'est la maquette numérique de simulation de robots sur CATIA. En bas, c'est la validation expérimentale qu'on a réalisée dans un tuyau de 74 mm. Vous voyez bien, elle déplace comme une chenille en 6 étapes. Voilà. Donc, après, la vitesse était 9 fois la vitesse actuelle. C'est à cause de la réduction qu'on a utilisée dans les moteurs. Ensuite, je vais continuer vers le troisième partie de ma présentation, le robot flexible. Alors, même si on a développé un prototype qui peut déplacer dans un tuyau ou même adresser le problème de locomotion, vous voyez bien, le prototype est rigide et il ne peut pas être utilisé dans un tuyau qui consiste des coudes à 90 degrés ou des jonctions. Et il y a aussi le problème de la vitesse de robot. Donc pour cela, on a d'abord commencé par la conception et analyse d'une unité d'articulation qui peut aider ce robot à passer dans les coudes et des jonctions. Mais avant d'aller vers la conception de ce système, il faut d'abord comprendre les différents problèmes rencontrés par cette unité d'articulation. Le premier, c'est la compliance passive. Est-ce que ce mécanisme est capable d'aider le robot pour passer dans le coude à 90 degrés lui-même, c'est-à-dire en mode autonomie? Et le deuxième problème, c'est la compliance active. Est-ce que ce mécanisme peut être actionné afin que le robot puisse choisir une certaine direction dans une section T ou une jonction? Le troisième problème, sont les limites d'inclinaison. Est-ce que les limites d'inclinaison sont largement suffisantes pour surmonter des coudes et des jonctions? En considérant ces 3 facteurs,
on a proposé un mécanisme de tenségrité. Alors, qu'est-ce que c'est un mécanisme de tenségrité? Normalement, il consiste des barres ou des plateformes rigides en compression et des ressorts en tension. Donc, on a proposé un mécanisme qui consiste des plateformes à la base et une plateforme mobile, sont liées avec 3 ressorts et un cardan au milieu. Et on a fait la corrélation avec un manipulateur parallèle de type 3SPSU. Donc S, c'est la liaison sphérique, P, la liaison prismatique et U, c'est le cardan. Ensuite, on a fait les validations de modes passifs, mode autonomie, et les modes actifs, actionnement par des câbles. Alors, la première étude qu'on a fait, c'est la posture de ce robot. On a déterminé la meilleure configuration en utilisant la théorie de tilt and torsion ou tilt et azimut, qui est plus connue dans les antennes paraboliques pour suivre une trajectoire linéaire ou circulaire. On a identifié les angles de tilt et azimut pour ce mécanisme et on a étudié 3 types de postures, le pendule, la bascule et le pendule inverse. On a identifié que la pendule inverse, c'était la meilleure configuration car il a généré des limites d'inclinaison assez larges que les autres. Et on a déterminé ça par des méthodes algébriques. Ensuite, comme on a choisi les pendules inverses, donc par nature, elle est complètement instable, même si on n'applique pas des efforts. Donc, on a déterminé sa stabilité en utilisant des équations de Lagrange qui consistent la partie énergie cinétique, la partie énergie potentielle. Et avec des paramètres fixés, on a trouvé que le mécanisme était complètement instable. Et après, on a utilisé les méthodes d'optimisation pour trouver la raideur de mécanisme avec des précharges à 2 newtons pour chaque ressort. Et finalement, on a trouvé une configuration qui est complètement stable. Alors, pour cette validation, on a réalisé le prototype de ce mécanisme avant l'optimisation, donc où on avait trouvé que le mécanisme est complètement stable, même si on n'applique pas des efforts. Et après l'optimisation, une configuration qui est complètement stable. On a également fait des validations expérimentales pour ce mécanisme. Tout d'abord, la trajectoire linéaire et ensuite la trajectoire circulaire pour faire la corrélation avec la théorie de tilt and torsion ou tilt et azimut. Après, vous voyez bien, elle peut suivre une trajectoire circulaire. Ensuite, la 4e partie de ma présentation. Alors, on a réalisé une première maquette numérique de notre robot avec le robot vert, plus la tenségrité sur un logiciel de CAO. Là, vous voyez bien les modules de pattes à l'avant et à l'arrière, avec les modules de tenségrité entre chaque module. Si on utilise ce robot dans un tuyau de 74 mm, on avait trouvé que les paramètres de conception sont surdimensionnés. Donc, pour adresser ce problème, on a défini et résolu 2 problèmes d'optimisation pour trouver les dimensions optimales de chaque module de moteur et la tenségrité. Alors, on a défini d'abord le premier problème d'optimisation où on a trouvé les dimensions des moteurs sans les pattes. Et on a identifié chaque module de moteur avec les tenségrités entre chaque module. Et on a développé un banc d'essai qui est normalement un tuyau qui commence à partir de 70 mm jusqu'à 160 mm. Et on a fait la simulation de notre assemblage dans le banc d'essai et on a assuré qu'il n'existe pas des collisions entre chaque module de robot avec les parois du tuyau. Et ensuite, on a identifié les résultats d'optimisation pour des diamètres à partir de 70 jusqu'à 160 mm. Et en vert sont des résultats optimaux. Et on a identifié des moteurs de catalogue de Maxon, un fournisseur qui fait des robots pour ces applications. Et en considérant aussi le problème de vitesse, on a choisi une combinaison qui peut adresser le problème de vitesse en même temps. Et on a trouvé que cette combinaison est idéale pour le plage de diamètre de 100 mm à 120 mm. Ensuite, on a continué avec le 2e problème d'optimisation où on a trouvé les dimensions des pattes pour la solution du premier problème.
Donc, il y a deux faces possibles, les faces complètement ouvertes et les faces complètement fermées. Et on a fait la même validation, mais cette fois avec des systèmes des pattes. On a assuré qu'il n'existe pas de collision entre les pattes et les parois de tuyau. Et on a identifié les nouvelles paramètres ou les nouvelles dimensions des systèmes de pattes pour cette nouvelle conception qui peut être utilisée dans un tuyau de 100 à 120 mm. En fait, on n'a pas réalisé un vrai prototype pour le robot flexible, mais on a essayé de faire une séquence de moments sur CATIA, donc un robot qui peut rentrer dans un tuyau avec une coude à 90 degrés, un tuyau de 100 mm. Donc, il peut facilement passer dans les coudes à 90 degrés et elle va essayer de surmonter et finalement, elle peut passer dans les coudes à 90 degrés. Donc ça, c'est la nouvelle conception qui peut être utilisée dans un tuyau de 100 mm. Et même avec des systèmes des pattes et le module de tensibilité, la nouvelle conception, elle ressemble à une trompe d'éléphant, donc avec des pattes et la tensibilité, et également dans un tuyau avec deux coudes à 45 degrés, donc qui est un peu plus proche de bioinspiration aussi. Donc, je vais passer vers la conclusion et les perspectives. Donc, dans notre recherche, on a développé un robot d'inspection de canalisation pour les diamètres moins de 150 mm. La première phase, elle a adressé le problème de locomotion. On a développé un robot vert, un modèle rigide. La deuxième phase, on a proposé une conception flexible en utilisant le module de tensibilité. Et finalement, la troisième phase, on a trouvé des dimensions optimales de chaque module de robot pour passer dans les coudes et disjonctions. Concernant les perspectives, il reste encore validation des modèles de force, notamment les parties statiques qu'on a déjà effectuées, qui sera présenté demain dans une conférence à Monastir. Et il reste encore le modèle dynamique. Après, on a également pensé de développer une nouvelle loi de commande commune pour le module vert plus la tensibilité en utilisant des contrôleurs industriels. Et après, il reste encore la validation expérimentale de la nouvelle conception. Merci de votre attention. Voici des différents chercheurs qui ont travaillé dans la réalisation ou même des prototypes et de nouvelles conceptions de robots d'inspection de canalisation. Si vous avez des questions, vous avez 10 minutes à peu près pour questionner Swaminat. Merci pour cette excellente présentation. Les robots donc sont plus faciles à déployer dans des géométries complexes avec cette bio-inspiration. Ouais. Est-ce qu'ils vont plus vite que les robots actuels, les robots traditionnels? Le robot que je vous ai montré ou... Ouais. Oh, non, par exemple normalement, il faut pas aller plus vite. Donc, parce que si on parle de l'inspection ou même l'intervention, il faut imaginer une vitesse pas très rapide ou même en même temps pas très lente. Donc il faut faire peut-être trouver des paramètres optimaux aussi pour la vitesse. Donc, ouais. D'accord, merci. Et ça vient de loi de commande, donc c'est lié avec le loi de commande de robot, la vitesse. Ouais. Ok, merci. Oui, bonjour et merci pour votre présentation. Moi, j'avais deux questions. La première, c'était finalement, bon, vous êtes peut-être passé un peu vite, mais dans le sens où vous avez pris la chenille comme un exemple. Ouais. Comment est-ce que ça vous a apparu, en fait, cette solution? C'est peut-être la littérature ou je ne sais pas, mais cette solution de pattes, par exemple. Il y en avait peut-être d'autres qui pouvaient être possibles, ou même l'histoire de la tenségrité pour pouvoir faire cet aspect un petit peu de... le fait de ramper, quoi. Comment est-ce que ça vous a apparu? C'est-à-dire la transposition, en fait, le fait de passer à cet élément biologique à la solution, quoi. Est-ce que vous avez peut-être analysé la chenille ou des choses comme ça? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, j'ai vu que quand votre solution elle passait, je voyais que la partie, lorsque les pattes se refermaient, ça avait tendance à tomber un peu. Vous avez vu c'était une problématique, c'est ça? Ouais, c'est ça, ok. C'était les deux questions pour voir. Voilà. Merci.
Ouais, en fait, merci pour des questions. Le deuxième question, c'est forcément lié avec la première question, parce que si un système des pattes qui assure le contact avec les parois du tuyau et l'autre, il n'assure pas le contact, oui, forcément, elle tombe un petit peu le robot. Donc, dans ce cas-là, il faut imaginer un système qui peut assurer un contact assez fort avec les parois du tuyau. Donc, pour cette raison, on a choisi les systèmes des pattes. Et après, comme c'était la première validation, on a pensé qu'il faut imaginer des systèmes, il faut valider le mode statique d'abord. Donc, on a utilisé des moteurs et on a essayé de créer le lien entre bioinspiration et également imaginer une locomotion pas très, très vite aussi. Hein. Donc, pour cette raison, on a choisi le chenille. Ouais. Mais c'est forcément peut vérifier que le robot ne tombe pas s'il assure le contact. Mais si on utilise des systèmes à roues, par exemple, dans ce cas-là, les deux systèmes à roues, ils assurent le contact en même temps avec le paroi de tuyau. Mais après, comme c'est dans le contexte nucléaire, donc il faut peut-être on ne peut pas utiliser des systèmes à roues parce qu'il faut imaginer des matériaux qui peuvent être utilisés dans les environnements nucléaires. Donc là, on a utilisé des systèmes, des pattes matériaux bronze, parce que là, ça, on peut utiliser dans un environnement nucléaire. Donc, voilà. Bonjour et merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à la première question sur l'adhésion. Donc, vous disiez que c'était pour des canalisations, notamment de produits chimiques. Est-ce que pendant le développement de votre robot, vous avez pensé à l'adhésion quand la surface était mouillée ou il y avait eu des contacts avec des produits chimiques qui pouvaient coller, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré? Des discussions avec des partenaires industriels ou... Non, je voulais dire dans la conception du robot, quand vraiment les phases d'élaboration, on parlait d'adhésion, qu'il fallait que les pattes accrochent bien sur la surface de la canalisation. Est-ce que l'adhésion, lorsque le tuyau est mouillé, par exemple, ou alors empreint de produits chimiques qui peuvent être collants, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi considéré quand vous avez élaboré le robot? On n'a pas complètement travaillé dans les parties matériaux. Est-ce que s'il peut assurer le contact dans un vrai tuyau? La validation, vous voyez dans la vidéo que j'ai montrée, c'était dans un tuyau plastique en PVC. C'était pas un vrai tuyau industriel. Non, on n'a pas encore testé, par exemple, avec des dépôts. Donc, j'ai également signalé que les 5 types de profils le robot va adresser sont les changements de diamètre et les coûts des déjonctions, mais pas le 5e qui est lié s'il y a des présences des dépôts. Est-ce que les pattes vont assurer le contact? Là, on n'a pas validé. Non. Bien, merci infiniment Swaminathan de cette présentation et merci de vos questions. J'espère que les robots auront un autre imaginaire pour vous après cette séquence. Et puis, écoutez, la journée continue, donc je vous laisse vous promener un peu partout dans Bioimexpo. Merci.